Nous sommes le 1er août 2025. Chers téléspectateurs de Gandi Malian TV, recevez nos salutations. Heureux une fois de vous retrouver dans le cadre de l'émission Parole aux Africains, une émission qui a lieu chaque vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler de la candidature annoncée du président en exercice de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. Et pour décrypter ce sujet, nous avons invité d'experts de haut niveau. À ma droite, l'analyste Idrissa Mimeta. Et à ma gauche, nous commençons par le doyen, l'inspecteur de la douane à la retraite, qui n'est plus à présenter, M. Daniel Koulibaly. Il est suivi d'un invité peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir sur le plateau de Gandi Malian TV. Je pense que je lui laisserai le soin de se présenter comme lui, il est à sa première fois. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir associé aux réflexions concernant le continent africain et spécifiquement le dossier sur la Côte d'Ivoire. En effet, je suis Monoko Touali, consultant en communication, directeur général de la télévision panafricaine Afrique Média pour l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Sans plus tarder, Idrissa, vous avez un mot à l'endroit du public? Je salue tout le monde. Vous aussi pour l'invitation et mes co-débatteurs. Je souhaite à tout le monde un bon débat et une bonne émission. Doyen. Bonsoir à tout le monde, à vous Diawara, à tous mes co-débatteurs au travers de Gandi TV, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Doyen, droit de naissance oblige comme d'habitude, nous restons avec vous. Alassane Dramane Ouattara déclare sa candidature pour un 4e mandat. Êtes-vous surpris, doyen? Tu me permettras, s'il te plaît, allez-y, de faire une mise au point. Allez-y. Les élections présidentielles, c'est l'affaire des Ivoiriens. Ok. Moi, personnellement, ça me concerne très peu, sinon à titre informatif. Ok. Mais pour en parler, c'est quand il y a des aspects qui peuvent toucher les rapports de ce pays avec le nôtre, ou avec l'AES, là je peux me permettre d'en parler. Pour ce qui concerne sa candidature, je ne suis pas du tout surpris. Il y a un enchaînement des faits qui le laissaient présager. Le premier, c'est le changement de la Constitution en 2016, qui a même été modifié encore en mars 2020. Ensuite, il y a la démission du vice-président Daniel Kablan-Denkan. Il y a le décès du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Il y a la non-révision des listes électorales. Et il a pris un engagement suite à l'appel de son parti, le PDCI et non, le RHDP, à réfléchir à la question. Et quand les présidents disent en général « je vais réfléchir à la question », c'est un langage codé. Il est déjà parti pour l'accepter. Quant aux propos qui nous permettent, quand il a présenté sa candidature, il a tenu des propos justificatifs, dont 2 intéressent nos pays de l'AES. Lesquels? Le premier, c'est l'insécurité dont il a fait état pour justifier sa candidature. Il a parlé d'insécurité dans les pays voisins. Ensuite, il a parlé de situation économique délétère qui se dégrade d'ailleurs. Et dans les 2 cas, il avait raison. Nous avons effectivement, nous, connu, et nous sommes encore dans l'insécurité terroriste. Il a raison. Il a aussi raison quand il dit qu'il y a l'insécurité économique. Pourquoi? Parce que les organisations sous-régionales, comme l'AES, la CEDEAO, on peut les considérer comme étant des pyramides, au sommet desquelles se trouvent certains. C'est comme une chaîne alimentaire. Au-dessus de la chaîne alimentaire, il y a l'aliment le plus costaud, qui se nourrit des autres. Les 2 pays de l'UEMOA qui sont en vue, c'était déjà depuis l'UEMOA, depuis la CEDEAO, c'était le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui étaient les pays phares de la CEDEAO.
c'est en même temps les pays phares de l'UEMOA, de l'UMOA et de l'UEMOA. Je me souviens qu'en son temps, on devait élargir la CEDEAO à la CEDEAO, les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont entrés là-dedans à reculons. Ils ont mis beaucoup de résistance avant de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils risquaient leur position privilégiée, de perdre leur position privilégiée par rapport aux géants de l'Afrique comme le Nigeria et le Ghana. Donc ils avaient une certaine appréhension quant à conserver leur primauté ou leur première place. Et ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique, l'UEMOA. Quand nous sommes sortis de la CEDEAO, ça affaiblit la CEDEAO. Nous sommes en situation très délétère dans l'UEMOA. Or, au sommet aussi de cette organisation se trouvent ces deux pays-là. Et quand il y a des remue-ménages pour le franc CFA, c'est la Côte d'Ivoire qui peut ressentir que ça peut ne pas marcher. Parce que la Côte d'Ivoire tire un bénéfice à être le leader de cette organisation. Ne serait-ce que par les moyens que cela lui donne pour prendre des prêts. L'UEMOA étant un instrument aux mains de la France, le pays phare a beaucoup plus de facilité de prendre des prêts que nous autres qui sommes pratiquement les dindons de la farce. Donc quand il dit ça, je ne dis pas il n'a pas tort, il y a effectivement des nuages dans ces choses-là, mais en disant cela, il nous donne raison. Il donne raison aux autorités des pays de l'AES. En son temps, il avait, je crois, avant qu'il soit, il y a plus de 15 ans, plus de 15 ans, il avait décrié les coups d'État, mais il avait donné les causes des coups d'État, dont le fait que les présidents s'éternisent au pouvoir. Et il avait même dit, par boutade, quand les gens voient trop ton visage, finalement, ils en ont, passez-moi l'expression, ils ne veulent plus voir ton visage, il vaut mieux partir. Il l'avait dit dans une des vidéos qui remonte à plus de 15 ans. Maintenant, pour justifier, il a fait toutes ces choses, mais il a dit une chose qui est essentielle et qui nous donne raison. Il s'était engagé à ne pas se présenter aux élections de 2020. Là aussi, il n'a pas tenu. Il a ensuite différé, il avait dit que c'était fini, mais en 2025, maintenant, il présente sa candidature encore. Ce qu'il y a, pourquoi il nous donne raison? Parce qu'il dit qu'on peut prendre des engagements, on peut dire des choses, mais face à la situation du pays, on peut revenir sur ça. La parole ne vaut pas plus que la sécurité ou l'intérêt du pays. Donc il nous donne raison. Notre pays était pratiquement en lambeaux. Oui. Et quand on fait un coup d'État, c'est parce que le pays était en danger. Je l'avais dit ici, quand l'existence du pays en cause, les autorités peuvent bel et bien violer leurs propres lois. Et c'est ce qu'il dit. Lui viole ses propres engagements en raison du fait que son pays, il pense que son pays est en danger. Ensuite, dernier point sur ce problème, il avait toujours dit que le RHDP regorge d'une demi-douzaine de présidentiables. C'était l'occasion de les mettre un peu à l'épreuve. Parce que de toute façon, qui dit qu'en 2030, il n'y aurait pas encore plus de problèmes? Voilà un peu l'ensemble des réflexions que j'ai sur ça. Mais encore une fois, c'est aux Ivoiriens d'accepter sa candidature. Non, nous ne travaillons pas sur l'élection présidentielle en tant que telle, mais sa candidature. Drissa Memeta, êtes-vous surpris? Non, pas du tout. Déjà, tous les observateurs savaient déjà que Alassane Dramane Ouattara allait être candidat après le congrès du RHDP. Ils lui ont demandé d'être candidat et dit il va réfléchir, ok. Maintenant, imaginez à 3 mois ou à 4 mois des élections qu'un parti vient présenter un nouveau candidat, promouvoir ce candidat pour que le peuple accepte. Ça, c'est pas possible.
Donc, on peut même dire, à la limite, c'était une façon peut-être d'observer qu'est-ce que les opposants vont faire, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais à la limite, il était candidat et c'était connu de tous. Maintenant, le deuxième point, c'est le timing. C'est là où on doit se poser la question. Pourquoi il a décidé d'annoncer sa candidature ce jour-là, à peu près 24 heures après le communiqué du Burkina Faso sur le décès de Alino Faso, à quelques jours avant la sortie de l'opposition, c'est-à-dire le PPACI et le RDA. Donc je me suis dit, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas anodin. Premièrement, soit c'est pour casser cette histoire qui commençait à prendre, parce que le décès de Alino Faso, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de points d'ombre et à la limite, le régime Alassane a des comptes à rendre. Vu même la conférence de presse du mercredi, la façon dont le porte-parole du gouvernement s'est exprimé, on sent que dans cette histoire-là, tout n'a pas été dit et on sent que le communiqué même qui a été fait par le procureur, à la limite, ne veut pas dire grande chose. Parce que si tu prends ce communiqué-là, c'est comme le procureur est en train de dire, bon, moi-même, je ne sais rien pour l'instant, je vais faire des enquêtes, parce que c'est ce qu'il a dit. Et comment est-ce que le porte-parole du gouvernement va dire, on va s'en tenir au fait que le procureur n'est au courant des liens pour l'instant? Parce que le procureur a dit, je suis venu, j'ai été informé, je suis venu, j'ai contacté le médecin légiste, il m'a dit ça. Je vais mener des enquêtes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'instant, lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et imaginez s'il s'avère que un citoyen burkinabé et surtout un activiste qui soutient l'AES, qui soutient le Burkina Faso, qui soutient le capitaine Ibé, que cet activiste soit arrêté sans raison, mis en prison sans raison, et au final qui est assassiné ou tué sans raison. Imaginez ce que ça va faire. Ce que ça va donner comme image au régime ivoirien, ce que ça va donner comme image à ce qu'on nous présente comme un régime démocratique, un régime qui respecte la liberté d'expression, la liberté d'opinion, tout et tout. Et imaginez également ce que ça va créer comme tension entre l'AES et le régime ivoirien. Et surtout que ce n'est même pas la seule histoire qui existe. Il y a également l'affaire de Komlan, le Béninois, qui a été invité, qui était réfugié au Togo, qui a été invité officiellement par le régime ivoirien, hein, et qui est venu répondre à une invitation officielle d'un pays qui est encore arrêté par ce pays et extradé au Bénin. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, moi, je me suis dit, c'est pour couper court à tout ça, ou pour donner un autre sujet à l'opinion, pour un peu faire en sorte que les gens oublient un peu l'histoire d'Alino Faso et tout ce que l'opposition fait, ou tout ce que l'opposition prépare. Et quant au contenu, les raisons qu'il a évoquées, bon, je pense qu'on nous a combattus ici quand on disait que il y avait de l'insécurité, on luttait contre le terrorisme, on nous disait non, allez faites des élections, ou bien on nous disait même chassez les militaires, il faut que les militaires partent, parce que pour nous ce n'est même pas une histoire d'élection. Ils nous demandent de chasser les militaires, il faut que les militaires partent, il faut que les militaires partent. Donc je me pose la question, est-ce qu'un civil qui dit il faut que je reste au pouvoir par expérience pour combattre le terrorisme, et au même moment il demande à un militaire de quitter le pouvoir alors que ce militaire-là est en train de combattre le terrorisme? Quand on prend aujourd'hui la lutte contre le terrorisme, le Mali est en plein dedans. Le Mali est en plein dedans, le Burkina, le Niger sont en plein dedans. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a ça. Il y a également un autre point qui quand même mérite encore davantage de réflexion quand il évoquait le problème monétaire. Je me dis, ok, d'accord. Pourquoi il faut que lui il soit là forcément pour gérer ce problème-là? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pour la sous-région? Ou c'est pour qui? C'est pour qui? Maintenant, le reste là, il va faire 4 mandats, il va faire 3 mandats. Peut-être plus tard, on va arriver à ce sujet. Parce que moi, je vous ai tout le temps dit ici que la démocratie qu'on essaie de nous vendre ici, qu'on essaie de nous imposer, moi, je ne crois pas à ça. C'est tout simplement l'art d'égaliser ce qui est, d'égaliser ce qui est illégal et l'art de combattre ce qui n'est pas dans leur intérêt.
Oui, merci beaucoup. Monogo Toli, nous terminons avec vous la même question. Hein. D'accord. Et merci pour le sujet qui est très important et qui peut aider à ce que les Africains comprennent mieux. Je voulais dans un premier temps apporter mon appréciation sur les deux différents co-débatteurs. Oui. Je voudrais ici que le doyen se mette à l'aise. On est tous des Africains. Même si l'AES n'était pas créé, un Malien reste un Africain. Il a l'obligation, il a le devoir de donner son point de vue sur l'actualité de la Côte d'Ivoire. On ne lui a pas dit d'aller changer ses pièces et aller voter en Côte d'Ivoire. Mais il peut donner son point de vue. Que ce soit au Sénégal, au Cameroun, au Zaïre. Il faut que chaque Africain ait la possibilité de donner son opinion, son point de vue sur la situation d'un pays africain parce qu'on est africain. Je voulais vraiment mettre le doyen à l'aise à ce niveau-là. Okay. Deuxième point, l'argument du frère, ça je suis tout à fait d'accord que mon frère Menta, c'est Mimeta, ça, oui. Mimeta, que la mort de notre frère africain, l'activiste, est douloureux, tout le monde condamne. Que ce soit les politiques ivoiriens, que ce soit les activistes ivoiriens, toute la population ivoirienne, parce que la mort d'un Africain, on n'a pas besoin de savoir si les Aïrois, il est togolais, un Africain qui meurt, ça fait mal à tous les Africains. Mais je ne crois pas que ce soit le motif de la déclaration de la candidature de Ouattara. La Côte d'Ivoire a des problèmes très sérieux, qui sont très lourds, qui pourraient certainement dépasser ce niveau-là. Alors, il faut reconstituer, donc, il faut mettre le contexte. Je ne suis pas surpris. Pourquoi ne suis-je pas surpris que Ouattara soit encore candidat et je ne serais pas surpris qu'il serait candidat tant qu'il respire, tant qu'il n'est pas mort, il sera candidat. Pourquoi? Oui, allez-y. On est dans un contexte où le chemin politique nous oblige à apprécier l'actualité en tenant compte du schéma politique, c'est-à-dire du passé, de l'histoire du pays. Il est arrivé au pouvoir comment? Voilà la vraie problématique. Et si on définit les contextes, les conditions qui l'ont amené au pouvoir, on pourra donc être étonné si il se présente encore ou ne pas être étonné s'il ne se présente pas encore. Or, dans les contextes qui l'ont conduit au pouvoir, sont justifiés au préalable par une rébellion qui a secoué la Côte d'Ivoire. Et cette rébellion qui n'a pas été désarmée et retenue et a tenu à mener une guerre contre l'État de Côte d'Ivoire, gagner l'État et renverser le pouvoir et prendre le pouvoir. Et ses adversaires politiques qui ont été vaincus, il les a déportés à ce pays. Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé-Goudé. Il a dit que les institutions ivoiriennes n'étaient pas compétentes pour juger cela. Je ne peux pas traîner là-dessus, tout le monde sait l'histoire. Ils sont revenus de la CPI. Peut-être que si la CPI les avait maintenus, s'ils mouraient là-bas, le président aussi aurait dit « Ah, pour ne pas avoir un mauvais jugement ici, j'ai voulu que de façon très neutre, nos frères, mes compatriotes soient jugés à l'extérieur ou à la CPI. La CPI les a ramenés. Le premier réflexe, c'est pourquoi je dis je ne suis pas surpris, le premier réflexe aurait été d'accueillir cela et de créer les conditions de paix, de la réconciliation totale et de la libération de tous les prisonniers politiques et de faire la paix au nom de l'intérêt de la nation. Ça n'a pas eu lieu. Certains prisonniers politiques de la crise de 2010-2011 sont encore en prison. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et donc, il peut donc être ici dans une logique de dire, si je quitte le pouvoir, quel va être mon avenir? Je vais devenir quoi si je laisse le pouvoir? Sinon, ce n'est pas les cadres qui manquent à Côte d'Ivoire, qu'on soit RHDP ou pas. Il y a quand même au sein même de RHDP des brillants intellectuels, des cadres ivoiriens qui sont en mesure, n'est-ce pas, de prendre la relève. Et d'ailleurs, si on a l'idée de créer, de ne pas se pérenniser au pouvoir, on crée aussi la relève. On ne peut pas s'étonner qu'Alassane Ouattara n'a pas la notion de la relève. Il devrait créer la relève.
Il avait parlé d'Abed Bakayoko personnellement, il est mort. Il avait parlé de Amadou Gon Coulibaly, dont le doyen a fait cas. Il n'est plus là. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui y sont. Ils sont nombreux, des Ivoiriens qui sont au niveau du RHDP, qui ont des compétences et qui sont à mesure de dire oui, on peut être candidat. On peut valablement représenter notre président et maintenant aux Ivoiriens, aux urnes, de faire le choix si on les choisit ou on choisit quelqu'un d'autre. Ce n'a pas été le cas. Donc pour moi, les arguments qui sont pour dire qu'il y a la crise, il peut justifier par la crise sécuritaire, la crise économique, ça c'est la poudre aux yeux. Ce ne sont pas des arguments qui pèsent et qui ne doivent pas poser. Ce n'est pas aujourd'hui Ouattara, notre président Ouattara va dire que non, il se souvient de la crise sécuritaire. Il sait que quand on est président de la République et qu'on est dans une logique d'alternance, on doit partir du pouvoir. Il sait aussi que quand on donne un engagement et qu'on respecte le pays et qu'on se respecte et qu'on ait dit que moi, c'est mon deuxième mandat, quand il faisait sa campagne présidentielle face à Laurent Gbagbo avant que la crise ne vienne, et lui, il vient, il fait ses 2 mandats, il part. Il avait dit. Oui. Et au premier mandat, en plein vers la fin, il dit, il finit et il s'en va. Quand il a été réélu pour son dernier mandat, lui aussi dit, il vieillit. Et il va partir. Contre toute attente, il a modifié la Constitution. Il fait un premier mandat, et l'autre mandat, c'est-à-dire, il a fait en 2020, c'était donc un premier mandat pour lui, par rapport à la révision de la Constitution, pour ne pas dire la nouvelle Constitution, il va faire son deuxième mandat. Donc, est-ce qu'il y a une surprise dans ça? Moi, je ne crois pas que ça soit une surprise, mais je crois plutôt à un chef d'État qui a peur de son devenir. Quelqu'un qui n'a pas réconcilié son propre pays. Quelqu'un qui ne s'est pas mis au-dessus de tous pour dire, je suis devenu chef d'État, je vais tout faire pour que mes frères s'attendent. On a fait une crise, on a fait une guerre, je vais tout faire pour qu'on essaie d'apaiser les cœurs et qu'on oublie tout. Je ne suis donc pas surpris. Monokotol, je ne te coupe pas. Peut-être qu'il n'a pas seulement peur pour lui, mais peut-être de son clan et de sa famille, parce qu'il a 83 ans quand même. Oui, mais sa famille, vous savez, la question familiale, je ne crois pas trop à ça, mais je crois à lui-même. Pourquoi à lui? Pourquoi je parle de lui? Prenons l'histoire toujours. Tous ceux qui l'ont accompagné et qui l'ont même mis au pouvoir sont où? Ils sont où? Beaucoup sont morts, c'est vrai, on peut donc accuser la mort. Mais celui qui a pris fait et cause pour lui, Soro Guillaume, il est où? En exil. Qui l'a mis à l'exil? C'est lui. Parce qu'il ne s'entend plus avec lui. Et donc, quand on est dans cette dynamique où on n'a même pas le bon sens de dire oui, X s'est sacrifié pour moi. Même si Soro lui avait fait du tort, il peut dire ce jeune-là a pris des risques pour moi. Pour conduire une rébellion, je vais fermer les yeux sur certaines erreurs et je ne peux pas lui faire du tort. Il n'a pas voulu aujourd'hui que ce petit, son fils, qui s'est battu pour lui, qui s'est sacrifié pour lui, soit à ses côtés. Et donc, si lui-même il a nettoyé dans sa propre cage, il s'est fait des ennemis là-bas. C'est tout à fait évident qu'il ait peur de laisser le pouvoir. Sinon, le pouvoir, par définition, on doit le laisser. Ok. Voilà. Je voudrais juste apporter une petite précision. Allez-y. Dès le départ, tous les tripatouillages pour avoir un deuxième, un troisième, un quatrième mandat, ça commence par un changement de constitution. Ce changement de constitution, ça a été plutôt une nouvelle constitution et non une révision. On a forcé pour en faire une nouvelle constitution, d'où la création du poste de vice-président en même temps que Premier ministre. Mais ça, c'est la Deuxième République française, depuis 1849, quand Napoléon était président. On n'a jamais vu ça depuis, dans un pays démocratique. Avoir un président, un vice-président et en même temps un premier ministre. Depuis ce moment-là, ceux qui connaissent les situations constitutionnelles devaient pressentir que c'était pour en faire une nouvelle constitution et se fonder sur ça. Sinon, il y a que ça, quelques trucs qu'il a changé fondamental pour en faire une nouvelle constitution et non une constitution simplement révisée ou modifiée. Et la preuve, c'est que
4 ans après, on en vient à réviser ou à modifier plus de 21 ou 22 articles. Ça veut dire que la première révision, le premier changement avait un but et ne s'est pas occupé des autres aspects de la question. Deuxièmement, je voudrais qu'il se mette à l'aise. Il ne me connaît pas. Mais moi, quand j'ai vu les gens de NCI 360 s'en prendre à mon pays sur leur plateau, ça ne m'a pas du tout plu, surtout souvent pour des choses qui ne les concernent pas. Et donc, je ne me permets pas d'empiéter sur ce qui est pour les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes idées dessus. Je ne suis pas là-bas et surtout, ils ne sont pas là pour me répondre. Et donc, sur des affaires intérieures, je me réserve. Ok. Général, je pense qu'avant de quitter ce point, je pense qu'il y a un aspect également qu'il faut ajouter, c'est-à-dire au-delà de la paire pour sa personne, je pense également qu'aujourd'hui, ADO représente un intérêt également pour d'autres partenaires. Parce que si vous prenez le cas de Idriss Déby Itno, paix à son âme, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lui, il ne voulait plus se représenter, que la France lui a imposé. Il faut que tu sois candidat. Et quand il a essayé de refuser, on lui a même fait encercler son palais par des rebelles, juste pour qu'il se représente aux élections, et après ils ont fait évacuer les rebelles. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a la même vision qu'Emmanuel Macron concernant l'éco. Et il a également, je peux même dire, il a la même vision également quant à aux coopérations militaires dans la sous-région. Donc je pense qu'il représente d'autres intérêts, il représente également l'intérêt d'autres puissances, et pour cela également, raison pour laquelle ces puissances-là également sont miettes. Quant à le matin, Macron le félicite parce qu'il a dit qu'il ne va plus se présenter. Le soir, il se représente encore, le même Macron vient pour tenter de justifier ça encore. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça également? Donc moi, je pense qu'au-delà de la paire pour sa personne, il y a également des intérêts d'autres puissances également qui sont en jeu et qui passent par lui également pour pouvoir s'imposer dans la sous-région. Vous parlez d'autres puissances. Monoko Toali, je reviens vers vous. Il s'agit clairement de la France qui ne cesse en tout cas de taxer les pays de l'Est, de tous les maux, de tous les noms d'oiseaux, mais un 4e mandat. Et cela rentre dans le cadre des principes démocratiques. Oui, mais moi, ça me fait un peu rire quand mon cher frère veut nuancer. On ne nuance pas. Ouais. Moi, je suis bien placé pour le dire. C'est la France qui a fait la guerre à l'État de Côte d'Ivoire pour enlever, arrêter Gbagbo et remettre Laurent Gbagbo aux rebelles. Oui. Donc, ça, il n'y a pas. Quand on dit qu'il peut y avoir d'autres puissances, je comprends sa nuance, je comprends tout l'euphémisme auquel il a recours, mais moi, je crois que quand on est sur un plateau, sans être peut-être désagréable, et toujours dans la courtoisie, dans le respect, c'est pourquoi j'aime toujours les débats, de respect des autres pays, des autres États, des chefs, même d'autres chefs d'État, quand bien même on ne partage pas leur point de vue, je suis tout à fait d'accord avec son souci de l'euphémisme. Mais ici, on a en face de nous, en Afrique, un chef d'État qui est venu, et je le répète, sur la base d'une rébellion. La rébellion ivoirienne est l'une des rébellions qui est quand même durée. Oui, je viens. Et cette rébellion a été soutenue du début à la fin par la France. Pas que soutenue, créée surtout. Voilà, ok, merci. Donc, de toutes pièces. Et cette rébellion a enclenché son processus de la rébellion parce que, après les élections, si on est quand même citoyen d'un pays, quelles que soient vos colères, vous vous remettez aux institutions. Donc, c'est le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui avait proclamé les résultats disant que Laurent Gbagbo avait gagné. Oui. Et il a quand même eu le temps de former son gouvernement, gérer des mois avant qu'il ne soit attaqué. Vous comprenez? Et avant que la crise ne naisse. Et cette crise a été soutenue par l'armée française du bout en bout, qui a même tiré sur des Ivoiriens au niveau de, comment on appelle, l'hôtel Ivoire, sur les différents ponts, pendant qu'ils faisaient les manifs, et d'autres même avaient pris les matelas pour aller se coucher, n'est-ce pas, devant la représentation de l'armée française, pour dire que laissez-nous, on va gérer notre problème entre nous. Ils n'ont pas voulu. Et donc, si leurs représentants
pour qui ils ont mené la guerre, a eu la possibilité d'être au pouvoir, mais c'est tout à fait évident qu'ils vont gérer ensemble. Donc ce n'est pas étonnant, ce n'est pas surprenant que les Français ne puissent pas rappeler Ouattara à l'ordre pour dire non, tu as fini tes premiers 2 mandats, il faut partir. Ils ne le feront pas. Ils ne vont pas le faire ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Peut-être si une autre direction française, je vais parler d'un président français qui va peut-être couper court avec la philosophie de Nicolas Sarkozy et les autres sur la dimension de radicalisme pour dire non, on faut couper court, il faut pas tout à fait se mêler des affaires africaines, il faut couper court. Peut-être, mais là encore, ce serait très difficile. Ok. Doyen, Oui. Une telle élection, non seulement il s'agit de 4 mandats, nous savons, la démocratie telle que la France définit, ça n'entre pas dans ces cadres. Mais un 4 mandat sans les véritables opposants, c'est-à-dire l'ancien président Laurent Gbagbo, qui est out, Guillaume Soro est mis out, Tidjane Thiam est mis out. Que vaut une telle élection? Est-ce qu'on peut parler encore de démocratie? Bon, encore une fois, mais si je peux revenir un peu sur le problème, est-ce que c'est démocratique? Oui. Parce que le tout se résume à ça. Oui. Ce n'est pas démocratique. Parce que la démocratie repose, le socle premier de la démocratie, c'est l'alternance. C'est le fondement. Et dans leur constitution, le peuple a décidé, dans sa constitution, le peuple a décidé de 2 mandats non renouvelables. Et la limitation à 2 mandats dont le peuple a voulu, il faut en faire la lecture. Je vois que tous les présidents qui ont tenté cet exercice de faire un 3e mandat quand ils ont fini les 2 premiers mandats, font des changements de constitution, passent par des subterfuges pour contourner cette disposition. Mais en fait, ils font une lecture littérale. Ils ne font pas ils voient lecture, ils lisent la loi, mais du point de vue littéral, mais ils ne font pas une analyse du point de vue de l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la loi. Le peuple ne veut plus que des gens s'éternisent au pouvoir par quelque moyen que ce soit, parce qu'ils en ont par-dessus la tête des présidents qui sont là pour 40 ans, 50 ans. Donc ils n'en veulent plus. Les peuples n'en veulent plus. L'esprit du peuple, c'est que personne ne dépasse 2 mandats. Les 2 premiers mandats que tu auras fait, c'est suffisant. Et pour vous donner un cas de lecture de ce même texte, de la Constitution, soit par la lecture littérale, soit par l'esprit, la lecture suivant l'esprit de la loi. Tu prends un De Gaulle, en 1969, quand il a fait un référendum et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait du peuple, il a démissionné. Parce que pour lui, le référendum, c'est entre lui et le peuple. Oui. Et donc, il a démissionné de ses fonctions. Voilà comment De Gaulle est parti. Mais, parce qu'il a fait une lecture dans l'esprit de la loi. Mais en 1982 ou 1983, quand Mitterrand a mis mandat, on a fait les élections législatives, le Parti socialiste et ses alliés ont perdu la majorité à l'Assemblée nationale que la droite et les diverses droites ont gagné. Il a fait une lecture littérale. Il n'a pas démissionné, mais il a mis un Premier ministre de droite pour une cohabitation. Ce que la loi de 58 ne prévoyait pas, dans l'esprit ne prévoyait pas. Un Premier ministre qui va cohabiter avec le président de la République, c'était une lecture inédite de la Constitution de 1958. Donc c'est pour cela que j'ai dit les changements de pouvoir ici en Afrique présagent la volonté de s'éterniser au pouvoir. Maintenant, que vaut une telle élection? Je le dis, les peuples ont les présidents qu'ils se donnent, qu'ils veulent, qu'ils méritent. Si les Ivoiriens se donnent ce président-là, ben c'est leur président. Moi, je le dis, toutes les fois où j'ai vu sur le plateau de NCI 360 des plaisantins en train de se mêler des affaires de mon pays, des affaires intérieures même de mon pays, ça m'a outré. Et je ne peux pas
m'élever contre ça et m'impliquer dans leur affaire. Non, je ne me comporterai pas comme eux. Mais quand il y a Mais il s'agit des affaires africaines. Non, affaires africaines, moi je parle en rapport avec mon pays. Voilà. C'est pour ça que je leur laisse ça. Si les Ivoiriens acceptent qu'ils soient candidats, c'est tant mieux pour eux. Ce que moi je peux souhaiter en tant qu'Africain et en tant que voisin, c'est qu'il n'y ait pas de conflit post-électoral du genre de ce qui s'est passé après 2010. Voilà ce que je peux faire, c'est de souhaiter que cela, on n'en vienne pas à ça. Voilà. Pour l'autre, est-ce que les élections du genre sans opposition, il y aura une opposition. Mais quelle opposition? Une opposition voulue par le pouvoir en place. Bon, il y aura une opposition. Il y aura une opposition. Cette opposition, qu'est-ce qu'elle vaut? Là, c'est autre chose. Et c'est avec ça, si les Ivoiriens veulent faire avec ces opposants-là, mais c'est leur choix. Ok. Voilà. Idrissa, quatrième mandat, nous savons, c'est tout sauf la démocratie. Et les véritables opposants écartés, que vaut une telle élection? J'aimerais tout d'abord également mettre à l'aise mon ami que... Monoko Touali. Voilà, si je mets un peu de nuance, c'est pour ne pas permettre à certaines puissances de se soustraire de leurs responsabilités. Si je désigne uniquement la France, les États-Unis vont applaudir. Bon, c'est la France et nous ne sommes pas dedans. Alors que nous savons ici que récemment, quand la CEDEAO a voulu attaquer le Niger et que la France battait tambour pour appuyer la CEDEAO, pour pousser la CEDEAO à y aller, quand les États-Unis ont traîné les pas, ça fait réfléchir beaucoup. Donc, à chaque fois que vous voyez que la France a pu détruire quelque part, soit avec l'aide ou la bénédiction des autres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que, après le Niger, les États-Unis cherchent également à installer une base, une base de drones en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, donc il y a plusieurs États, il y a plusieurs puissances qui ont leurs intérêts là-bas. Et parlant de démocratie, je vous ai dit, moi, raison pour laquelle j'aime m'assumer quoi. Je préfère une révolution pour libérer l'Afrique, pour libérer mon pays. Et quand on sera libre, quand on sera développé, on peut choisir de jouer. Parce que je pense que cette démocratie-là, c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Comme le doyen disait, on nous disait que la démocratie est basée sur des principes. Bon, un candidat, quelqu'un qui est là, qui a des idées, qui veut gouverner le pays, après 5 ans, après 10 ans, tu as eu suffisamment de temps pour travailler. C'est ça à la base. Donc il faut donner la place à d'autres personnes pour qu'ils également puissent venir expérimenter leurs idées. Mais on donne toujours un moyen ou une voie pour que ces gens-là puissent détourner ces chemins-là et encore soit se représenter. Imaginez, quand on va prendre également concrètement le cas, ce qui se passe aujourd'hui, on va arrêter de parler de la démocratie. Premièrement, on exclut les opposants. On envoie un président élu à la CPI. Après, la CPI dit, bon, il n'a rien fait, il revient. Il est là. On crée des histoires pour l'empêcher. Ensuite, on l'empêche de se présenter. Tous les opposants, tous ceux qui ont des partis qui peuvent concurrencer ou bien qui peuvent concurrencer, on les met à l'écart. On met tous ceux qui peuvent avoir, on va jusqu'à des journalistes sont en train de décéder dans des conditions qu'on ne peut même pas expliquer. On va parler de quelle démocratie? Je pense que mieux vaut arrêter de parler de démocratie une fois que la démocratie permet de se dire et de se dédire. Je pense qu'on doit arrêter de parler de la démocratie. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est ni la démocratie, et la démocratie n'est jamais venue ici. Mon ami le disait tantôt. On a vu les militaires français quand même descendre sur le palais présidentiel, oui, aller chercher un président, oui, pendant que celui qui n'a pas gagné les élections était à l'hôtel de golf. Aller chercher ce dernier, venir l'installer et l'applaudir pour dire qu'il est démocrate. Et les rebelles, ou bien les gens peuvent appeler les ex-rebelles, mais les rebelles disent clairement, c'est ce monsieur-là qui nous finançait. C'est lui qui nous donnait 28 millions. C'est lui qui nous donnait 26 millions par mois pour que nous fassions la rébellion.
Après, on vient le présenter, bon, vraiment, c'est le démocrate. Je pense qu'on doit arrêter de jouer avec l'esprit des Africains. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un jeu d'intérêt qui est là. Ce n'est plus la démocratie. La démocratie n'a jamais existé ici. Du fait même que cette démocratie a été imposée par des armes. Donc, je pense que les choses sont claires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la préservation des intérêts, ni la démocratie. Raison pour laquelle tous ceux qui se disent démocrates, tous ceux qui se disent droits de l'homme ou autres, là, ils sont en train d'observer. Et c'est même eux qui vont aller chercher des arguments pour justifier ça. Observez. Ok, merci beaucoup. Monoko Toali, j'y reviens vers vous. Bon, nous savons qu'en 2010, par exemple, la France, se cachant derrière la main de ce qu'ils appelaient à l'époque les forces nouvelles, les rebelles, avait utilisé un argument pour dire que le président du Conseil constitutionnel, à l'époque, l'équivalent de la Cour constitutionnelle, qu'il était un proche de la famille Gbagbo. Donc pour eux, c'était une raison valable de refuser. Mais est-ce que les institutions en place, ce qui n'était pas du tout vrai, c'est de la manipulation. Aujourd'hui, les institutions en place, le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, commission même, commission, CI, voilà, commission électorale. indépendante. Est-ce aujourd'hui ces institutions-là permettent d'organiser une élection crédible, même si on venait à accepter la candidature des opposants qu'on a écartés? Oui, mais je vous dis peut-être qu'il faut qu'on se mette dans l'esprit de comment il est arrivé au pouvoir. Et cet esprit est tel que, depuis qu'il est commencé, il n'a pas donné, il n'a même pas commis l'erreur de faire l'ouverture dans la gestion de l'État de Côte d'Ivoire. Il gère son pouvoir, il le gère. La preuve, ce n'est pas son petit frère qu'on appelle communément photocopie, qui est avec lui. Et on parlait de Yaoundé, prochain Yaoundé. S'il n'est pas baoulé, il doit être à Agni. Babo Laurent, c'est un bêté. Ils n'ont pas de rapport de famille. Ils sont très éloignés du point de vue géographique. Ils ne sont même pas dans la même zone géographique. Je voudrais simplement dire, avant même de revenir sur cette question qui est tout à fait pertinente, vous avez demandé s'il a écarté tout le monde, est-ce que c'est une notion de la démocratie, tout. En fait, la démocratie en elle-même n'a pas de problème. On prend les dictionnaires, la démocratie est bien définie. C'est comment on l'exploite, comment on la met en œuvre, comment on l'utilise. Parce que la démocratie ne se résume pas seulement aux élections. Elle est aussi permettre aux individus de s'exprimer. Il y a la liberté de penser. Il y a aussi l'acceptation des contradictions. Il y a aussi le fait de dire j'ai le choix de te voter ou ne pas te voter. Donc, tout ce temps, même la transparence dans les gestions des affaires publiques, la démocratie y participe. Oui. Donc, la démocratie, en elle-même, c'est comme si on dit, est-ce que la religion est une bonne chose? Comme un religieux fait du tort, est-ce que la religion est une mauvaise chose? Non. Ce n'est pas que les religieux font du tort que la religion est une mauvaise chose. Ce n'est pas que ceux qui sont supposés gérer la démocratie ou mettre la démocratie en place, ils font du n'importe quoi, que la démocratie en elle-même, par définition, est une mauvaise chose. Si on l'explique... Mais je ne vais pas vous couper. Oui. Mais pourquoi ça ne marche presque nulle part en Afrique? C'est ce que je dis, et je reviens là-dessus. Dès l'instant que les bataillités n'ont pas compris que le pouvoir, comme le disait Doyen, nécessite l'alternance. C'est ce petit quelque chose là qui est très important. C'est comme si vous allez tout de suite demander aujourd'hui, on est sur ce plateau, et que moi je suis toujours dans ma peau d'Africain, de panafricaniste, donc je donne mon point de vue là où je peux le donner. Voilà. Pourvu que je sois courtois, respectueux. On ne peut pas demander aujourd'hui à un Africain d'applaudir Paul Biya, qui est toujours au pouvoir. Quel Africain qui va être fier de cela? Quel Africain qui va aujourd'hui applaudir qu'en Côte d'Ivoire, un président va faire 4e mandat? Quelle fierté ça donne? Il y a quelle fierté dans ça? La question n'est même pas le fait qu'il soit candidat ou pas, mais est-ce que ça honore même l'image du pays?
Il représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire, quelles que soient les formes, quel que soit ce qu'il est, comment il est parvenu au pouvoir, que j'ai tout de suite décrié. Mais le fait qu'il piétine tout, est-ce que ça, c'est une fierté pour chaque citoyen ivoirien? Votre chef d'État dit, moi je ne serai plus. Et là, il a sorti la dernière fois au cours d'une interview pour dire, j'ai lu la constitution de mon pays, et il a même sorti la constitution de son pays. Pour dire que lui, il respecte, et il va plus se présenter, il va plus faire telle chose. Et du coup, il change de langage. Ça m'amène à dire, ça c'est mon point de vue, qu'il faut qu'on apprenne en Afrique le respect de la parole donnée. Qu'on soit président ou un balayeur des rues. Il faut qu'on soit sérieux en Afrique. Que quand on prend des engagements, il faut les respecter. Si on s'est mis d'accord de façon consensuelle, ça c'est aussi l'esprit de la démocratie, pour dire que ceci est notre constitution, il faut aussi respecter cette constitution à la lettre. Ne pas respecter cela fait de vous celui qui n'est pas démocrate. Alors, celui qui n'est donc pas démocrate, qui a déjà piétiné le soubassement, le fondement commun de tous les Ivoiriens, qui est la Constitution, celui qui a piétiné, comment voulez-vous attendre de la personne qu'il puisse accepter tous ses opposants? Il faut sortir dans une logique profonde de la logique. C'est-à-dire, il y a une logique. Il a déjà piétiné sa propre Constitution. C'est comme si quelqu'un vient dans une famille et il gifle le chef de famille, c'est-à-dire le papa, le vieux, il le gifle, il gifle la vieille. Vous croyez qu'il va avoir pitié des enfants? C'est pas possible. Tous les citoyens ont quoi en commun dans un État sérieux? C'est leur constitution. On peut avoir des divergences, mais ce sur quoi tous les citoyens doivent être d'accord, c'est la constitution. Ok. Idrissa, oui. Je reviens vers vous. Je pense que vous avez bien suivi l'analyse de mon frère, oui. Monoko Touali. Oui. Une brillante analyse. Mais ça pose toujours le même problème. Je pense que vous aviez dit. Est-ce que tout ça, ces notions de démocratie, là, ce n'est pas très tôt, peut-être tel défini par les impérialistes? Parce que nous voyons que les pays impérialistes ont dicté un modèle de gouvernance aux pays africains. Sénégalais prenaient la même chose, Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Gabonais, mais ça ne fonctionne nulle part. Nulle part ça ne fonctionne. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord former ou bien en tout cas préparer nos populations à notre propre mode de gouvernance? Parce que regardez par exemple, vous allez peut-être argumenter en vous appuyant sur l'interdiction de la manifestation de l'opposition en Côte d'Ivoire. Pourtant, Ouattara voulait faire la guerre de la démocratie au Niger. Mais au même moment, chez lui, il interdit toute manifestation de l'opposition. Ton point de vue? Je pense que le premier instrument de mesure d'un système, c'est celui qui a créé le système, pour moi. Ouais. Par exemple, quand on se base sur la religion, est-ce que Dieu est bon ou mauvais? Si Dieu est bon, ok, la religion est bonne. Mais si Dieu n'est pas bon, la religion ne peut pas être bonne. Est-ce que vous voyez? Okay. Parce qu'il va faire la religion à son image. La religion dépend alors de celui qui l'a créé. Voilà, de celui qui l'a créé. Si la démocratie existe aussi, elle est à l'image de celui qui l'a créé ou de celui qui l'a inventé. Du concepteur. Du concepteur. Et c'est cette image-là qu'on nous voyons aujourd'hui. Raison pour laquelle je n'y crois pas. Parce que tout ce qui est bien dans la démocratie, plus de 60% c'est la théorie. Comment est-ce que ceux qui font la promotion de la démocratie, ce sont les premiers, sont les premiers qui sèment la terreur partout sur la terre. Oui. Comment est-ce que eux ils croient à la démocratie? C'est eux qui prennent des armes et ils descendent sur les autres. La démocratie, ça permet de chasser un président élu parce qu'il est dictateur. Et on le fait remplacer par un terroriste. On applaudit. La Syrie. La Syrie. La démocratie, ça permet. Et je pense quand même qu'on ne peut pas être démocrate sans respecter quand même les lois. Que ce soit les lois de son pays ou bien les lois internationales. Comment est-ce qu'on peut être démocrate? On viole les lois internationales, on va aller bombarder l'Irak, ou on va même s'arranger, s'organiser et venir attaquer la Libye. On se dit démocrate, on va venir imposer la démocratie, et par finir, qu'est-ce qu'on a? Partout
Partout où la démocratie a été imposée, c'est le chaos après. Et même ceux qui se disent démocrates aujourd'hui, ils ne respectent pas les règles qu'ils défendent. Quand même. Aujourd'hui, pourquoi les médias comme RT ou Spunk et autres là, et même Afrique Média, sont interdits en France ou bien même en Europe? Pourquoi? Si la démocratie qu'ils prônent, si c'était comme ça quand même, eux ils devraient être les bons élèves de leur propre système. Mais pourquoi ils ne sont pas bons élèves de leur propre système? Ça veut dire que le système, soit c'est un mirage, soit c'est une utopie. Parce qu'on ne peut pas les réaliser. C'est ça mon problème avec la démocratie. Et surtout, celle qui est venue chez nous, mais imaginez, on appelle les chefs d'État. Parce qu'on veut les imposer des ajustements structurels ou autres. On les appelle. Bon, venez, désormais, si vous êtes avec la France, il faut que vous soyez démocrate, il faut que vous choisissiez la démocratie, le multipartisme, tant. Ils disent, ok, ceux qui ont dit oui, et ils sont retournés à la maison. Ceux qui ont dit non ont été balayés quand même. Que ce soit ceux qui ont dit oui ce jour-là ou ceux qui ont dit non, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Vous vous rappelez du fameux documentaire où Abdou Diouf disait, ou même notre ancien président Alpha Mor disait, quand on est venu dans la démocratie, nous présidents, ou nous Africains, nous pensions que c'était pour le développement. Et au moment où nous attendions à ce qu'on vienne nous parler de développement et autres là, ils sont venus nous imposer quoi? Les ajustements structurels. La liquidation des tant, quoi. C'est ça mon problème avec la démocratie. On peut dire que c'est la liberté d'expression. Où est-ce que la liberté d'expression existe aujourd'hui dans le monde? Dans quel pays? Ou chez quelle puissance aujourd'hui la liberté d'expression existe aujourd'hui? Ça n'existe pas. Tu peux dire aujourd'hui une simple phrase. Tu dis en Europe, Allahu Akbar, on peut te prendre et te mettre en prison. Même sur certains médias sociaux. Voilà, on peut te prendre et on te met en prison. Et au contraire, tu peux aller dire, sur le même continent, tu peux dire, bon, il faut aller tuer le président russe ou bien il faut tuer le président malien. On trouve ça, on dit, non, il ne faut pas le toucher, c'est la liberté d'expression. On parle de démocratie, on parle de liberté d'expression. Ici, chez nous, même cette émission que nous sommes en train de faire, si je parle beaucoup de la France, d'ailleurs, ça ne va même pas être le cas, je suis déjà fiché. Pourquoi? Parce que je défends les intérêts de l'Afrique. Je dénonce ce que la France fait, je suis fiché S chez eux. Ce que je dis va être censuré. Et par contre, ils donnent leur plateau à Wassim Nasr. L'argent du contribuable français sert aujourd'hui à payer Wassim Nasr pour qu'il propage le message des terroristes. C'est quoi le vrai sens de la démocratie? C'est ça mon problème. C'est ça le problème avec la démocratie. Théoriquement, on te présente quelque chose qui est très bien, il y a la liberté d'expression. Je pense tout simplement que eux, ils ont leur système. D'ailleurs, ils le disent que ça vient de l'Empire grec ou quelque chose comme ça. Ils ont un système gréco-catholique. Ils ont leur système. Ils ont leur culture. Et avec ça, ils essayent de dominer le monde. Pourquoi pas nous aussi, on ne peut pas avoir notre propre système? Et surtout, ce qui est marrant dans cette histoire-là, on va nous dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire quoi? Le premier homme vient de l'Afrique. Et il faut que des millions d'années après, quelqu'un va s'asseoir et penser à notre place. On ne peut pas s'en sortir. Tous ces pays développés aujourd'hui, ou toutes ces puissances aujourd'hui, se sont développés. Ils se sont développés. Après, ils ont commencé à accepter des choses, quoi. Tant qu'on ne prenne pas ces chemins-là et qu'on va les suivre dans leur système, je pense que ça va être un véritable problème. Parce que ça leur sert. Cette histoire-là de démocratie-là, ça leur sert. Parce que on peut prendre tout de suite le dictionnaire, on rentre dedans, on va taper la démocratie. Ils vont nous donner des choses que même... Vous voulez dire que théoriquement, la démocratie, c'est une très bonne chose, mais non, dans les faits, une très mauvaise chose. Ça n'existe même pas. Théoriquement, les principes de la démocratie, je ne vois pas un pays qui respecte ces principes-là. C'est-à-dire c'est sur papier tout simplement. Voilà, c'est sur papier. Et à chaque fois qu'il veut nous imposer ça, c'est
Parce que leurs intérêts sont menacés. Partout où leurs intérêts sont sauvegardés, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Et voilà. Je reviendrai vers vous, doyen. Moi, sur la démocratie, on parle de l'opposition qui ne parvient pas à marcher, on parle de beaucoup de choses. Je crois que, pour revenir à la quatrième question, allez-y. Les institutions en place peuvent-elles organiser des élections crédibles? Je crois que c'était ça la question. C'était ça. Je crois que ça va être difficile parce qu'il y a trop de problèmes rédhibitoires. Le premier problème rédhibitoire que je vois, c'est la non-révision des listes électorales que les ténors de l'opposition s'attachent à demander. Le deuxième problème rédhibitoire, c'est la contestation, c'est la demande des opposants d'une recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Donc ça, c'est des problèmes qui risquent d'envenimer l'atmosphère et de créer des crises post-électorales. Ensuite, quant à, vous dites l'opposition, oui. L'interdiction de l'opposition, plus que, en fait, si j'ai lu le communiqué du gouvernement, du préfet, mais ce qui a attiré mon attention, il a donné des raisons qui peuvent être plausibles. Mais au lieu de demander le report, il interdit. Il aurait mieux valu demander à l'opposition de reporter sa manifestation. Mais quand on dit interdiction de manifestation, ça laisse présager que d'autres manifestations aussi seront encore interdites sur cette même situation. C'est ce qui m'inquiète. Okay. Voilà. Monogotoli, nous avançons un peu. L'ancien ministre du président Laurent Gbagbo, Awa Domelo, a déclaré sa candidature. Parce que selon lui, il ne faut pas utiliser la politique de la table vide aussi. Donc il a déclaré sa candidature pour garder au moins une option. Moi, ça me fait penser un peu au cas du Sénégal, où Sonko a été empêché par tous les moyens, Ousmane Sonko, mais il a trouvé un moyen de multiplier d'autres candidatures dont la plus-value a été celle de Bassirou Diomaye Faye, qui finalement a été élu président. Je crois que Domelo est en train de se mettre dans la même disposition. A-t-il l'approbation du parti? Je ne sais pas. Mais quelle est votre analyse là-dessus? Oui, moi, personnellement, je crois qu'avec recul, sans être dans une dynamique de fanatisme, okay, je crois qu'il a raison. Argumenté? Il a raison en ce sens que quand Ouattara est venu au pouvoir, il y a une élection pendant que Laurent Gbagbo était à la CPI. Cette élection a été boycottée par l'opposition. Ça donnait quel résultat? Ça n'a pas empêché Ouattara d'être au pouvoir. Oui. Il a déjà dit que Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il a dit que Blé Goudé n'est pas... C'est-à-dire certains ne sont pas sur la liste électorale, n'est-ce pas? On plaide pour que cela ait. Et si toutefois, il ne changeait pas de position, on fait quoi? C'est là la vraie question. Si Ouattara dit que rien ne change, et la commission électorale, comme le doyen l'a dit, évidemment, les politiques ont déjà décrié les doublures, c'est-à-dire les noms qui se sont répétés, il faut corriger, il y a des rectificatifs à faire, beaucoup de choses ont été dénoncées, ça n'a pas encore été fait. Et si, dans sa position, rien ne change, on fait quoi? La vraie question, c'est celle-là. Donc, pour moi, il devrait être ici, aujourd'hui, question pour toute la gauche ivoirienne, toute la classe politique ivoirienne, qui n'a pas la même lecture que RHDP, devrait se retrouver et s'unir. Et taire la dissension. Ce n'est pas le moment de dire Gbagbo a raison ou il a tort, Afi N'Guessan a raison ou il a tort, Blé Goudé a raison ou il a tort. Ce n'est pas le moment. Ça devrait être un moment où toutes ces fortes victimes des mêmes systèmes devraient prendre conscience et s'unir pour, dans un premier temps, se débarrasser de ce système. Ça, c'est mon appréciation. Je peux me tromper. Donc, Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly,
Simone et Yves Gbagbo, et tout le monde se retrouve, Baba Mori Ferré, et tous ceux qui sont là font un bloc. Ils peuvent choisir un candidat unique de toute cette opposition-là, et ils vont d'abord gagner les élections. Si Ouattara n'est plus, il a été battu à la régulière, entre eux, ils peuvent gérer ce qu'ils veulent. S'ils veulent se battre, ils peuvent se battre. Normalement, les politiques ivoiriens, l'opposition ivoirienne devrait aussi avoir pitié de la nation ivoirienne qui souffre parce que c'est eux qui ont choisi de devenir politiques et c'est eux qui ont dit qu'ils vont prendre le destin de la Côte d'Ivoire à main et la Côte d'Ivoire est gérée par un président qui fait du tort à tout le monde et qui ne crée pas les conditions de la réconciliation et qui crée ce qu'il peut créer. Alors, sortir... Attends, je ne vais pas te couper, Monokoto. Oui. Vous dites si l'opposition présentait une candidature unique et pouvant battre M. Alassane Dramane Ouattara à la normale, régulière, mais est-ce que les institutions en place permettent ça? Bien, la bonne question, quand je dis à la régulière, vous savez, chaque pays, bon, je prends la Côte d'Ivoire, elle est d'abord partie sur la logique de ce que j'ai communément appelé en politique, ce que moi j'ai nommé la politique de trépied en Côte d'Ivoire. Pourquoi trépied? Il y avait trois grandes tendances à Côte d'Ivoire. Oui. Le FPI, le PDCI et le RDR. Il suffit que deux s'alignent, deux s'associent et l'autre tombe. Oui. Ça, c'est automatique. C'est-à-dire le PDCI et le RHDP, comment on appelle ça? RDR s'unissent et c'est fini. Soit le PDCI et le FPI s'unissent et c'est fini. C'est-à-dire une fois que deux tendances se réunissent, l'autre devient minoritaire. Ça, c'est la lecture de la politique ivoirienne. Ça, personne ne peut le nier. Et donc, si tout le monde se retrouve et que le RDR est seul, face à tout ce monde, on a beau tricher, mais à un moment donné, la triche a aussi sa fin. Parce que ça sera très flagrant. Aujourd'hui, tout le monde donnerait tort flagramment à Ouattara lui-même pour dire « Ah, tu as toujours fait forcing, mais aujourd'hui, tu n'as pas la raison. » Et donc, Awa Domelo, de mon point de vue, je ne suis pas dans sa tête et je ne suis pas aussi l'un de son entourage, mais j'imagine bien qu'il craint que Ouattara qui est venu, j'ai parlé des conditions dans lesquelles il est venu, quelqu'un qui n'a même pas eu pitié de son... c'est-à-dire son non, pas ancien Premier ministre, son chef rebelle, qui est devenu président de l'Assemblée nationale, qui s'est battu pour le monsieur, qui ne l'a pas reconnu. C'est comme s'il y a un proverbe africain chez nous, moi je suis Dida, chez nous les Dida on dit un oiseau dont l'œuf a été mis au grand marché, on a fait clore au grand marché, l'oiseau a grandi au grand marché, ce n'est pas toi qui passes seul au bord d'une route et l'oiseau est là, tu vas crier, il va attendre ta voix. Si les bruits du marché ne l'ont jamais dérangé, ce n'est pas les cris d'une seule personne qui va le déranger. Donc, Ouattara, il est venu dans une logique qui est connue. Tout le monde le sait. Et donc, pour qu'il parte, ce n'est pas individuellement, doit le partir. Ce n'est pas possible. Et donc, aussi, ça permet aussi au pays d'éviter des crises. Parce que si tout de suite, il dit qu'il ne peut pas, il campe sur sa position, et que les autres candidats ne sont pas inscrits sur la liste électorale, on fait quoi? Les bras de fer, ça va déboucher sur... Et les victimes seront encore qui? C'est des Ivoiriens qui seront encore des victimes. Et je ne crois pas que, dans l'esprit du panafricanisme, on puisse encourager tout ce qui peut déboucher sur des crises qui peuvent entraîner des morts. Il est donc sage que les politiques ivoiriens réfléchissent pour dire quel est le modèle aujourd'hui de l'alternance. Parce que l'équation réelle, c'est l'alternance. Oui. C'est l'alternance, ce n'est pas la chose vide. Si quelqu'un, même demain matin, que toute l'opposition ivoirienne se fâche pour dire on ne va pas aux urnes, même s'il va aller seul, le président ira seul et il sera élu. Okay. Et s'il est élu, il va toujours gérer la Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la vraie question. C'est vrai, tout le monde aime Laurent Gbagbo, personne ne le conteste. Tout le monde sait que c'est le symbole de la lutte démocratique en Côte d'Ivoire. C'est l'initiateur de la lutte pour le pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Personne ne peut le nier. Personne. On le lui reconnaît. Mais quand à un moment donné, les conjonctures, on dit la politique, c'est la gestion des conjonctures.
La vraie politique, c'est la gestion des conjonctures. Donc, la conjoncture à laquelle l'opposition ivoirienne est confrontée, c'est face à un pouvoir qui, on l'a tous dit ici, qui a ses hommes. La commission électorale est indépendante. Toutes les structures, l'administration, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est les hommes du pouvoir. Et ceux-là ne sont pas prêts à faire du tort. Si toutefois Ouattara n'était pas candidat, l'on peut imaginer que leur vieux n'est plus candidat, ils peuvent peut-être avoir des réformes. Mais on n'est pas dans une logique de réforme. Donc, face à un esprit conservateur, l'opposition quelle conduite doit avoir l'opposition ivoirienne? Voilà le vrai débat. Et je crois que Awa Domelo a suscité une piste de réflexion. C'est une piste de réflexion qui pourrait aider à dire non, mais est-ce que le chemin de bras de fer arrange? Si Ouattara ne cède pas, on fait comment? L'affrontement. Est-ce que c'est ça le souhait pour tout leader politique? Et si donc on dit aussi on boycotte, qu'on ne participe pas, on aura droit à on aura ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Est-ce que la politique de la chaise vide arrangerait l'opposition elle-même ou le pouvoir? Donc face à cette équation, il faut que les gens prennent du recul et dépassionnent beaucoup les débats. Personne ne peut contester la carrure et la grande dimension de Laurent Gbagbo. La preuve, on l'a déporté à la CPI. Tous les Ivoiriens ont marché, ont soutenu jusqu'à ce qu'il y revienne. Il y a des brillants avocats ivoiriens qui se sont même constitués dans son conseil pour aussi le défendre. Je parle des Zokousseri, Maître Zokousseri par exemple, et il y en a plein. Et donc aujourd'hui, l'équation est là. Que faire? C'est comme si, que faire de Lénine ressurgir ici au niveau de la Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup mon cher Monoko Touali. On épargne les doyens sur cette question, hein, parce que je ne vais pas trop se prononcer sur cette affaire un peu interne. J'ai mon appréciation. Donc allez-y, voilà. Je vous en prie. En fait, en politique, selon l'expérience que moi j'ai eue, de tout ce que j'ai observé, c'est que ce qu'on n'a pas dit est plus important que ce qu'on dit. Quand les politiciens disent quelque chose, ce qu'ils ne disent pas est plus important. Et le PPACI est fort de l'expérience des élections de 2016 où Laurent Gbagbo n'était pas là. Ça a coûté l'unité du FPI. Aujourd'hui, on se trouve devant un problème similaire. Maintenant, est-ce que Awa Domelo s'est prononcé ou a émis cette hypothèse ou a proposé cette situation ou s'est engagé dans cette voie avec l'accord secret de Laurent Gbagbo? Ça, quand on ne le sait pas, il faut être prudent dessus. Si il y a eu un communiqué de PPACI, peut-être qui n'est pas allé dans le même sens. Je vous dis, ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est plus important. Aucun homme politique ne va dévoiler sa stratégie. On fait toujours tout pour cacher. Là où on en est, il y a deux questions majeures sur cette situation. Trois questions. Est-ce que le PPACI est d'accord avec cette situation, mais ne le disent pas? Premièrement. Deuxièmement, si elle n'est pas d'accord, ça c'est une hypothèse, ça veut dire qu'on va se retrouver dans le cas de 2016 et qu'on risque un éclatement du PPACI, comme le FPI a éclaté. Et la troisième hypothèse que je peux faire, c'est que il ne sait pas, personne ne sait aujourd'hui ce que les ténors de l'opposition se préparent au cas où les élections se feront sur cette base. Tous disent on va passer par des voies légales. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est dangereux de dire qu'on va faire ci, on va faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mouvements prévus pour paralyser le pays après les élections? Est-ce qu'il n'y a pas une crise post-électorale en gestation? Voilà des questions que moi je me pose. Je n'ai pas de réponse à ça, mais j'essaie juste d'élargir le débat. Ok, mais maintenant. Bon, moi je me demande, est-ce que ce n'est pas le jeu qui est recherché même par le régime en place? Absolument. C'est-à-dire leur mettre la pression afin que ça explose à l'intérieur. Donc comme ça, à un mois ou bien à un mois et quelqu'un va se présenter comme candidat, l'opposition va être affaiblie et ce dernier ne pourra rien faire encore. Est-ce que ce n'est pas le scénario voulu également? Parce que la situation est un peu compliquée.
Au fait, c'est très compliqué parce que c'est des... Vous savez, on a toujours ce problème-là en Afrique. Les oppositions aussi reprochent certaines choses au pouvoir, mais si vous revenez dans les partis de l'opposition, vous allez trouver que c'est presque la même chose, quoi. C'est des cultes de personnalité. Soit c'est une personnalité qui est là, qui est connue, tout le monde se bat pour lui. On n'ose même pas parler de relève. Parce que si tu commences à parler de relève, ou bien si tu demandes à parler de relève, on va dire que non, toi, Mais mettre en français clair, tu veux dire que le PPACI a peut-être un peu tort de tout miser uniquement sur le président Gbagbo? Pas sur le président Gbagbo seulement, hein. Tous les partis, peut-être, c'était comme ça. Le parti de Gbagbo, le parti de Henri Konan Bédié, c'était comme ça. Il y avait 3 personnalités. Il y avait Ado, il y avait Henri Konan Bédié, il y avait Gbagbo. Tout tournait autour de ces 3 personnalités, au fait, quoi. Paix à son homme. C'est après le dossier de Henri Konan Bédié, et même après ça, vous avez vu ce qui se passe avec Tian Cham et autres là. Donc, là-bas aussi, on ne prépare pas beaucoup à l'alternance, on ne prépare pas beaucoup au relais. Et cette situation était prévisible, vu tout ce qui se passait. Cette situation était prévisible. Maintenant, est-ce que l'opposition a sa stratégie? C'est-à-dire, c'est de bloquer le président par tous les moyens. Quand je dis tous les moyens, pas par les moyens illégaux, mais bloquer, genre avec les manifestations, avec les sittings, avec les sorties, pousser Ado à dos jusqu'à ce qu'ils reviennent. Est-ce que c'est ça leur stratégie? Est-ce que Ado aussi, il cherche à diviser? Parce que même le cas de Tian Cham, je n'ai pas bien saisi, parce que je me suis dit, la façon dont il s'exprime, les valeurs qu'il défend, le fait que lui-même il dit souvent il n'aime pas les militaires au pouvoir, est-ce que tout ça ce n'est pas pour affaiblir davantage l'opposition, ou bien pour diviser les électeurs entre les segments de l'opposition? Donc moi je pense que la situation est très compliquée aujourd'hui, et malheureusement également pour l'opposition, ils n'ont pas aussi le soutien de ce qu'on peut appeler cette soi-disant communauté internationale. Ils peuvent que compter aujourd'hui. Mais Tian Cham, oui. Non. J'ai vraiment bien écouté, bien analysé la dernière sortie de Tian Cham. C'est quelqu'un qui ne va pas tenir. C'est quelqu'un qui ne va pas tenir, et c'est quelqu'un qui est même capable de reconnaître plus tard. Bon, pour nous autres panafricains, nous, on voilà les pas élections. Parce qu'il a dit certaines choses dans son interview que je n'ai pas compris. Premièrement, il dit qu'il n'aime pas les militaires au pouvoir. Deuxièmement, dans l'interview, il a tout fait pour éviter de dire quelque chose de mauvais sur la France. Troisièmement, il n'a pas nié ses liens avec Macron, même s'il a tenté de faire d'autres choses. De nuancer un peu. Voilà, il n'a pas nié ça. Donc, vraiment, cette question-là, je suis dubitatif sur la décision. Ok. Nous arrivons au terme de cette émission. Donc, la dernière question, si chacun très rapidement doit se prononcer ou dire un mot, en tout cas, sur la démocratie en Afrique, parce qu'au vu de tout ce qui se passe, cette cacophonie, parce qu'au même moment, ce sont des Africains qui veulent aussi se faire la guerre de la démocratie. Tout ça, c'est bizarre. On commence par vous, Monogo Toali, mais on doit être un peu bref, 2 minutes. D'accord. La démocratie, jusqu'à preuve du contraire, comme le disait le frère, et qu'on est tous d'accord sur le terrain théorique, oui. La démocratie existe, mais dans la pratique, je ne l'ai pas encore vue en Afrique. Okay. Moi, je n'ai pas souvenance d'un pays, peut-être le Ghana a fait des efforts, ça on peut peut-être saluer en termes d'alternance, mais je n'en ai pas encore au sens aigu du terme, parce que tant au niveau des juridictions, au niveau de la politique, au niveau de la gestion des affaires publiques, tout est opaque. Voilà. Bon, moi je crois que j'ai fait droit constitutionnel, au moins en ma 2e année. Ok. Ce que j'ai vu de tous les systèmes politiques, le régime démocratique, le système démocratique est le moins mauvais des autres systèmes, de tous les autres systèmes. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait notre démocratie? Notre démocratie a été dévoyée. Celui qui vient démocratiquement au pouvoir, il prend les règles de la démocratie, il les pervertit pour rester et pour faire ce qu'il veut. Voilà le problème. Notre démocratie a été dévoyée par les propres règles de la démocratie. J'avais lu depuis
Planiol, je crois, depuis 1999, si je ne me trompe pas, j'ai lu un livre. La démocratie, c'est le seul système qui donne un bâton à ses adversaires pour te battre. Parce que l'opposition a des droits qui lui sont garantis. Et donc, ce n'est pas un mauvais système, mais ce que nous avons en place. Et puis, ce n'est pas un seul régime. Il y a plusieurs régimes là-dedans. Il y a le régime présidentiel, semi-présidentiel. Il y a la démocratie américaine qui est un présidentialisme dur. Il y a l'Angleterre. C'est différent. Il y a le parlementarisme. Il y en a plusieurs systèmes. Nous sommes accrochés à un système semi-présidentiel français qui nous pose énormément de problèmes. Donc, je ne vais pas vous couper. La démocratie peut-elle fonctionner pour un pays qui n'est pas souverain? Mais vous croyez que même les États-Unis sont souverains entièrement par rapport sur le plan économique par rapport à la Chine? Vous voyez l'ensemble des bons de trésor que la Chine détient. Nous faisons la différence entre la dépendance et la souveraineté. Dans tous les systèmes, aujourd'hui, tous les pays se battent. On n'arrive pas à la souveraineté. On est toujours à la conquête de la souveraineté sur chaque étape. Je parle de souveraineté politique, pour être très clair. Dans chaque action d'un pays, vis-à-vis des autres pays, dans la géostratégie, la géopolitique, le pays est obligé de défendre sa souveraineté, même dans les affaires commerciales. Je réforme le doyen. Les États-Unis ont leur souveraineté politique. Parce qu'ils sont les États-Unis, oui. La France a sa souveraineté politique. Les Français choisissent librement qui doit les diriger. Un pays africain où pour être président, il faut d'abord avoir l'approbation de Paris. Là, on ne parle pas de souveraineté politique. Et c'est pour un tel pays, on peut parler de la démocratie. Je te réponds en te disant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Macron s'adressant à son peuple, a dit qu'il faut que la France soit souveraine par rapport aux États-Unis. Pourquoi le dit-il? Il ne parlait pas de la politique. Mais si. Il parlait du plan militaire. Non. Plan économique. Même de la politique. Le plan économique, c'est de la politique. Le plan militaire, c'est de la politique. Tout est politique. C'est notre débat. Voilà. Maintenant, ce que moi, je voudrais dire, je te prends, j'ai dit la démocratie est dévoyée chez nous. Je te donne des exemples. La non-séparation est réelle des pouvoirs. C'est ça un drame. Un président est élu, il doit être distant, à équidistance de chacun des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires doivent être indépendants. Mais cela ne fonctionne pas chez nous ici. Parce que les gens ne s'assument pas. Tu verras très peu de magistrats. C'est un sacerdoce être magistrat. Refuser quelque chose à l'État, tu le verras presque difficilement. En Afrique. En Afrique ici. Donc quand les fonctionnaires qui sont à ces postes-là n'assument pas, ne s'assument pas, c'est difficile de maintenir. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une vidéo ancienne de De Gaulle qui disait que la Constitution de 1958 a été conçue pour que le président se trouve à équidistance des autres pouvoirs pour qu'il ne soit pas dépendant de lui et que lui ne dépende pas d'eux. Donc on est dans un système de négociation tous les jours pour aboutir à la marche du pays. Ensuite, il y a les trucages des élections. Nous ne sommes jamais arrivés à faire des élections propres. Mais ça, ce n'est pas que chez nous. Même dans les pays développés, l'élection est devenue un problème. Je prends le cas des États-Unis, il y a tellement d'exemples dans cette situation, mais il y a en Afrique des choses qui commencent à marcher un peu mieux. Le Libéria, avec la dame Hélène Cheryl Johnson, qui a laissé sa place au footballeur là, George Weah, qui à la fin de ses deux mandats, de son premier mandat même, je ne sais pas, quand il a été battu, il a rendu les armes et il est parti. Il vit. Et peut-être le Ghana que vous avez cité est sur la voie. Il y a l'Afrique du Sud qui a un peu tergiversé, mais qui est en train de faire des élections à date échue. Et que la passation ne pose plus trop de problèmes. Il y a quelques pays comme ça qui sont en train d'emprunter ce chemin-là. Mais ils sont très peu nombreux en Afrique qui sont sur ce chemin. Donc je le dis pour me résumer, le régime, la démocratie est le moins mauvais. Ce n'est pas le plus bon, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Selon vous, hein? Selon moi. Okay. Et selon beaucoup de constitutionnalistes.
Mais pour faire marcher, c'est extrêmement difficile parce que c'est le seul système politique qui donne des armes à l'adversaire pour le battre. Ok, merci doyen. C'est ça. Vous avez Je pense que déjà, vous avez le mot de la à fin. la lumière de ce que le doyen a dit, ça c'est pas pour un pays non développé. Je suis pas d'accord le fait de dire que la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Mais le truc est que la démocratie n'accepte pas l'existence d'autres systèmes. La démocratie combat toujours tous les systèmes autour. Raison pour laquelle il y a toutes ces guerres-là. Raison pour laquelle il y a eu, il y a eu la guerre froide, il y a eu tant. C'est la démocratie qui fait toujours la guerre aux autres. Et c'est la démocratie qui fait tout pour détruire les autres. Parce que les autres ne cherchent pas à détruire la démocratie. Raison pour laquelle la démocratie existe toujours. Parce que les autres ont été combattus et détruits par la démocratie. L'Afrique est l'exemple. Ils ont pris des armes pour venir détruire les autres systèmes. Ils ont pris les armes pour aller détruire la Libye. Ils ont pris les armes partout. Donc, premièrement, la démocratie n'accepte pas. Bref, la démocratie même n'est pas démocrate, quoi. Oui, parce que la démocratie, il y a la liberté des choix. Mais la démocratie ne te donne pas le choix de choisir d'autres systèmes. Un. Deuxièmement, aujourd'hui, le monde n'est pas gouverné ni dirigé par la démocratie. Aujourd'hui, le monde est dirigé par des grandes firmes qui s'en foutent de la démocratie. C'est leurs intérêts qui comptent. Partout où leurs intérêts sont acceptés, ils acceptent, ils viennent, ils s'assoient, ils te protègent. Si la démocratie était le moins mauvais des systèmes, aujourd'hui, un Saoudien n'allait pas être plus heureux qu'un Français. Alors que dans la pratique aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui, si vous faites le sondage aujourd'hui, vous allez voir que le citoyen saoudien est plus heureux qu'un citoyen français. Pourquoi? L'Arabie saoudite n'est pas un pays démocratique. Mais la France se dit mère de la démocratie. Vous voyez tout le temps ce qui se passe. À l'époque, quand Kadhafi était là, un Libyen n'était pas, un Libyen n'était pas plus malheureux que, je veux dire qu'un Libyen était plus heureux que les citoyens des autres pays africains autour. Et pourtant, Kadhafi était traité comme un dictateur. Mais ses citoyens étaient heureux, même si on est parti leur vendre beaucoup de choses. À côté, il y avait des pays. Il a pris l'exemple sur le Libéria, l'Angola et les autres. Ici, ils faisaient la guerre. Donc, juste, je vais revenir pour dire que... On termine. Je vais terminer par ceci. Genre, il faut qu'on essaye. On peut donner le nom qu'on veut à notre système. Et ça va bien marcher. Tant que on va rester accroché à ce système, qui, malgré tous les efforts, on essaie toujours de l'expliquer. Malgré tout, on essaie toujours de l'appliquer. Malgré tout, on essaie de le corriger ou bien de le rendre encore plus performant. Je ne pense pas qu'on peut avancer avec ça. Créons ou bien revenons à la source. Nous avions beaucoup. Mais on peut simplement remplacer la démocratie par le Maya. On a déjà notre constitution. Personne ne conteste personne ne conteste les lois. Mais c'est le nom qu'on donne à ce système-là. C'est ce que les gens contestent. Et tous ceux qui sont dans la démocratie, on les trouve ailleurs. Et on les trouve même mieux que, ils sont même mieux que ce qui est dans la démocratie, quoi. Donc, franchement... Je crois que, Drissa, il y a la démocratie, mais c'est à l'intérieur d'un pays. Un régime choisi par un pays pour son fonctionnement intérieur. Mais dans ses rapports avec les autres, il n'y a pas de démocratie. Il y a un rapport de force. C'est le rapport de force. Non, ce que je voulais dire, nous sommes en train de partir un peu à côté. Moi, ce que je crois. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Après, vous pouvez juger. C'est mon avis. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vais juste terminer. C'est mon avis. Quand on parle de la démocratie, on a parlé de plusieurs segments de la démocratie. Est-ce que vous voyez? La démocratie, ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays. Sans quoi? La gestion des Nations Unies, là, c'est quoi?
aujourd'hui. Est-ce que la gestion des Nations Unies est démocrate ou pas? Il y a des textes. Il n'y a pas de régime qui gère là. Non, c'est la démocratie là-bas. Là-bas, au Conseil de sécurité, comment on gère? L'Assemblée nationale, comment on gère? Il y a des textes. On termine. Il y a des textes. Je pense qu'on peut continuer. Voilà. On peut continuer longtemps. Discuter longtemps de cela. Nous vous remercions. C'était l'émission Parole aux Africains. Et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour peut-être approfondir les débats. Bon, ça dépend, sauf si on a un autre sujet très urgent au niveau de l'actualité internationale. Mais d'ici là, chers téléspectateurs de Gandhi Malian TV, nous vous demandons de rester branchés sur Gandhi. Il y a d'autres programmes qui vont continuer. Nous saluons nos invités, Drissa Mementa, le douanier Daniel Koulibaly et puis notre frère Monoko Toali. Donc merci d'avoir passé. Et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même émission, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci.